Bonjour, nous allons analyser le sujet 2010 sur le lotissement. Nous sommes toujours dans révision de préparation d'examen pour notre session 2021. Nous préparons l'épreuve 5 de technique notariale du BTS Notariat et donc avec pour exemple le sujet de technique notariale qui est tombé en 2010. Donc, prenons d'abord la lecture du sujet. Vous êtes collaborateur de notaire au sein de l'office notarial de maître Patrice Lantier et maître Marie Plantin, notaire associé en SCP à La Rochelle. Pierre et Béatrice Atalas sont clients de l'étude et ils se sont mariés sans contrat le 10 avril 1967 à la mairie de La Rochelle, sans modification depuis. Ils demeurent à Dompierre-sur-Mer. Madame Atala a hérité en 1993 d'un terrain de 2000 m² situé à Saint-Sylvain d'Anjou, qui est constructible. Madame Atala est venue vous voir, elle souhaite vendre son terrain comme terrain à bâtir. Il longe la route et peut être facilement divisé en 2 lots égaux, chaque terrain ayant son accès. Elle s'interroge sur les 3 points suivants. Peut-elle vendre seule? Paiera-t-elle un impôt sur la plus-value? Existe-t-il un impôt particulier pour vendre les terrains constructibles et quelle démarche faut-il entreprendre pour savoir si le terrain est imposable à ce titre? Donc, les sujets actuellement ne sont plus exactement formulés de la même manière, en tout cas avec les interrogations des clients formulées de cette manière-là. On tombe souvent sur ces questions directement. Donc, question 1. Répondez à ces trois points en justifiant vos réponses sous forme d'un courrier adressé à Madame Atala. Alors, il va falloir appliquer la méthodologie pour rédiger un courrier. Donc, la méthodologie pour réussir la question 1 est la suivante. 1. Il va falloir présenter les éléments obligatoires dans un courrier. L'émetteur, le destinataire, la date, le lieu, les références, l'objet, civilité, formule de politesse, signature. Présentez clairement le courrier, veillez à respecter la règle suivante, une idée, un paragraphe. Soignez l'expression et l'orthographe et répondez aux 3 questions en structurant votre réponse et en exploitant le vocabulaire juridique appris en cours. Donc là, vous avez les clés pour réussir cette question. Donc, vous avez à l'écran le courrier corrigé avec un certain nombre de mentions, de bulles, de commentaires sur votre corrigé, avec les mentions obligatoires dans un courrier et les mentions obligatoires dans ce courrier. Donc, nous allons les voir en détail. Alors, il faut savoir qu'à l'examen, il y a donc des points pour le fond et la forme. Nous allons prendre ensemble la lecture de ce courrier et voir à la fois les éléments de forme et à la fois les éléments de fond. Ce courrier, normalement, à l'examen, il est rédigé sur une copie donnée en annexe, une copie blanche donnée en annexe. Donc, il va falloir que vous n'oubliez pas, si vous voyez qu'il y a un courrier dans votre sujet, votre premier réflexe, vous prenez une copie d'examen, vous tracez des lignes dessus, une copie d'examen avec des lignes, vous tracez des lignes dessus, et elle vous servira de ligne pour écrire droit, vous la glissez sous la copie blanche qu'on vous fournit, et comme ça, vous allez écrire droit. Surtout, vous ne tracez pas de ligne au crayon et encore pire au stylo sur votre copie d'examen. Donc, nous allons prendre, après ces conseils méthodologiques, nous allons prendre la lecture et la correction de ce sujet. Donc, c'est un sujet que nous avions corrigé en mars 2020. Vous voyez, pendant le confinement, vous devez vous rappeler, avec en haut, normalement, il n'y a pas ces petits commentaires, bien sûr, et ces petits logos. Mais c'était les remerciements à nos soignants. Oui, ça fait déjà un peu plus d'1 an. Et on y est encore. Donc, revenons à nos moutons.
Vous avez tout d'abord l'émetteur. L'émetteur en haut à gauche. Donc ici, la STP Plantier-Plantin, 1 rue du Port, 17 000 La Rochelle, le téléphone, l'email, le site. Vous inventez les mentions qui vous manquent. Ici, visiblement, c'était ce qui était en italique, que j'ai mis en italique. Ensuite, le destinataire. Alors, je vais laisser ça, on voit tout. Le destinataire, ici, c'est Madame Béatrice Atala, 20 rue de la Source, 17 139, Dompierre-sur-Mer. Vous voyez, les villes sont en majuscules. Vous alignez ici sur la droite le destinataire avec, ici ça a sauté, avec, si ça veut bien le faire, la date. La date, La Rochelle, le 27 mars, ici 2020 à l'époque. Donc, le lieu, la date. Et à chaque fois, vous avez des points. Vous avez des points pour l'émetteur, des points pour le destinataire, des points pour la date et le lieu. Référence, la vente Atala Préauchat. Alors, il peut y avoir un dossier, un numéro de dossier numéro 1, 2, 3, 4 en étude et avec le nom du dossier. Objet, réponse à vos interrogations concernant la vente de votre terrain à bâtir à Saint-Sylvain d'Anjou. Il faut un objet qui soit le plus clair possible pour vous et pour votre client afin de communiquer au mieux. Madame, donc là, vous avez un titre de civilité et ce titre de civilité sera repris ensuite, je vous mets ici, dans la formule de politesse en fin de courrier. Donc, j'ai pris connaissance de votre projet de vendre un terrain constructible situé à Saint-Sylvain d'Anjou. Donc, une introduction, un rappel historique du contexte. Vous rappelez, entre guillemets, c'est les faits. Hein. Donc, alors, ensuite, je vous informe que le régime de la communauté de biens réduite aux acquis, dans le régime de communauté de biens réduite aux acquis, les biens reçus en succession avant et après le mariage restent propres. Ceci signifie que cette vente ne nécessite que votre unique accord pour être réalisé. Vous pouvez donc vendre seul. Donc, premier paragraphe, c'est la réponse à la question 1.1, puisque vous avez 3 réponses. Et là, vous voyez, dans ma réponse, elle est en 2 temps. On a une réponse en 2 temps où on va rappeler dans un premier temps, rappel de la règle de droit. Et ensuite, on répond réellement, on a l'application de la règle au cas. Donc, c'est la méthode, alors pas totalement pure, mais c'est la méthode que vous appliquez dans l'épreuve 4, dans l'unité 4, que vous avez vue en droit. Donc, d'abord, on rappelle la règle de droit et ensuite, on répond par rapport à la question qu'on nous a posée. Alors, ensuite, deuxième question qu'on vous posait. Par contre, vous devrez acquitter un impôt sur la plus-value et plus précisément sur les prélèvements sociaux. Votre bien ne peut bénéficier d'exonération car il ne s'agit pas de votre résidence principale. Vous en êtes propriétaire depuis moins de 30 ans. Vous pourrez bénéficier d'un abattement exceptionnel valable pour les ventes de terrains à bâtir jusqu'à la fin 2020 si le terrain est situé en zone urbaine et si l'acheteur s'engage à y construire des logements. La réduction d'impôt est de 70% et peut même atteindre 85% s'il s'agit de logements sociaux. Et là encore, alors pas totalement dans le même ordre, mais vous avez la règle de droit et l'application au cas, ou plus précisément la réponse et la règle de droit ici, parce que c'était plus fluide dans la manière de l'écrire au client. Il y a toujours la règle de droit. À l'époque, on n'avait pas abordé la plus-value, hein, mais maintenant, on l'a abordé en 2e année. Donc, voilà. 2e question. 3e question. Enfin, il existe des impôts particuliers pour les ventes de terrains constructibles, des taxes forfaitaires
sur la première mutation des terrains devenus constructibles et des taxes sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles. Je vous propose, point, c'est mieux, je vous propose de reprendre contact avec nous afin de vérifier le calcul des taxes éventuellement dues. Dès que j'aurai accompli les formalités d'usage, je vais adresser un courrier au service de l'urbanisme de la mairie de Saint-Sylvain d'Anjou afin de vérifier si la taxe locale a été votée, également pour connaître à quelle date le terrain a été classé comme constructible. Je pourrai ainsi vérifier que vous ne bénéficiez pas d'un cas d'exemption prévu par la loi. Alors là, ça paraît un peu scolaire, et ça l'est. Hein. Je ne suis pas certaine que les notaires disent à leurs clients tout ce qu'ils vont faire. J'espère avoir répondu à chacune de vos 3 questions. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie de recevoir, madame, mes sincères salutations. Prénom, nom, fonction. Alors, ça, vous allez le mettre, on va le mettre au centre. Donc, votre nom, votre fonction, et, ou alors sur la droite. Moi, j'aime bien au centre. Question maintenant numéro 2. Question numéro 2. En vue de la préparation de l'acte, vous indiquerez les pièces à fournir et les formalités à réaliser lors de la vente de ce terrain à bâtir, et particulièrement en cas d'une telle division. Vous présenterez votre réponse sous forme d'une liste énumérative. Donc là, on vous demande une liste. Attention, ce n'est pas parce qu'on vous demande une liste dans les formalités que votre liste, ça doit être un grand souk. Quand je prends toujours avec vous cet exemple, si vous allez faire vos courses avec une liste de courses et que tout est mélangé sur votre petit papier, vous allez mettre un temps fou pour faire vos courses et votre liste, elle ne va pas servir à grand-chose. En tout cas, elle va vous servir à rien oublier, mais vous allez prendre un temps fou pour faire vos courses, alors que si vous organisez par rayon ou par grand pôle du magasin, bah, vous allez pouvoir faire vos courses bien plus rapidement. Et bien là, c'est la même chose en termes de liste. Il va falloir organiser et votre réponse. Alors, ici, on vous demandait d'indiquer les pièces à fournir et les formalités à réaliser lors de la vente sous forme de liste. Donc, on ne vous demandait pas de justifier votre réponse. Ce que vous allez voir à l'écran, comme l'objectif est quand même l'apprentissage et la vérification des connaissances, ce que vous verrez dans la suite, c'est il y a une justification point par point. Mais ici, on a donc une liste où on a les pièces à envoyer par l'agent immobilier, les pièces à demander au vendeur et vérification à effectuer, permettant de connaître son identité et vérifier sa capacité, permettant de tout savoir sur le terrain à bâtir en lotissement qu'il veut vendre, les pièces à demander à l'acquéreur et les vérifications à effectuer, permettant de connaître son identité et vérifier sa capacité. Ce n'est pas les mêmes pièces qu'on demande au vendeur et à l'acquéreur parce que tout simplement, ce n'est pas la même personne physique. Permettant aussi de connaître le projet de construction de l'acquéreur, permettant aussi de tout savoir sur la provenance des fonds. Et enfin, avec ces pièces fournies par l'agent immobilier, par le vendeur, par l'acquéreur, et une fois que je les ai analysées, je vais demander d'autres pièces complémentaires, je vais effectuer d'autres vérifications auprès des administrations et auprès de divers partenaires pour contrôler l'identité et la capacité des parties et pour sécuriser la vente. Et donc là, vous avez la trame de ma liste et il fallait donc remplir les trous de cette trame. Donc ici, les pièces transmises par l'agence immobilière, si on a un avant-contrat d'agence, qu'est-ce qu'on a? Une promesse unilatérale de vente, le titre de propriété, les diagnostics concernant le terrain, l'état des risques pollution. Donc après, dans le corrigé, vous voyez, moi j'ai présenté sous forme de tableau parce que j'aime bien les tableaux. Puis ça permet d'avoir 2 colonnes pour les justifications. Attention, je vous rappelle, les justifications n'étaient pas demandées ici. Alors là, le corrigé, vous l'avez dans vos tablettes puisqu'il vous a été partagé l'année dernière.
le diagnostic parasite, le diagnostic amiante des terrains à bâtir, les informations sur les nuisances sonores aériennes, le document d'arpentage, le procès verbal de bornage. Donc, toutes ces informations sont fournies par l'agent immobilier. Maintenant, des pièces à demander au vendeur. Tout d'abord, des pièces classiques visant à vérifier son identité et sa capacité. Donc, sa carte d'identité, la photocopie de la carte d'identité recto verso avec la photo et la signature, la photocopie du livret de famille, le justificatif de domicile, taxe foncière ou taxe d'habitation, enfin un justificatif de domicile. En fonction du métier, bulletin de salaire, D1, CABIS, enfin, il faut pouvoir remplir la rubrique profession. Ensuite, pour les particuliers, dossiers déposés auprès de la commission de surendettement, toutes les informations liées aux procurations éventuelles. Ensuite, concernant le bien, le titre de propriété s'il n'a pas été fourni, les diagnostics nécessaires à la vente de la parcelle s'il en manque, et puis des informations sur l'existence de servitudes éventuelles de passage de vue, d'écoulement des eaux, des hypothèques ou des privilèges qui auraient été pris, des prêts non remboursés encore, d'autres charges qui pèseraient sur le bien, pas de préférence, ou alors un contrat d'affichage publicitaire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable. Donc ici, puisque c'est un terrain à bâtir qu'on veut lotir. Du côté de l'acquéreur, on va demander les pièces classiques visant à vérifier son identité et sa capacité. Donc, la photocopie de sa carte d'identité recto verso avec la signature des deux acquéreurs, la photocopie du livret de famille, la photocopie des jugements de divorce éventuels, le justificatif de domicile, les bulletins de salaire, les dépôts de dossiers à la commission de surendettement, là encore les procurations éventuelles. Vous allez demander des informations aussi concernant le projet de construction. Même si le notaire n'est ni architecte ni géomètre, il va demander au client les caractéristiques principales de son projet ou de leur projet pour vérifier si elles sont compatibles avec le PLU, avec le certificat d'urbanisme. Il va demander le permis de construire à l'acquéreur s'il l'a déjà obtenu. Et le notaire même peut orienter l'acquéreur vers un spécialiste, un architecte, un géomètre s'il y a besoin. Ensuite, le notaire va demander à l'acquéreur des informations concernant le financement de l'acquisition, l'origine des fonds, la provenance des fonds, et puis des informations si c'est des fonds propres, et puis une demande d'information s'il y a éventuellement recours à un prêt. Voilà. Enfin, à partir de toutes ces pièces demandées aux parties, on va pouvoir effectuer des formalités complémentaires. On va demander des pièces complémentaires pour vérifier l'identité et la capacité du vendeur et de l'acquéreur, acte de naissance, BODAC. Et puis, pour les deux, vendeur-acquéreur, et puis pour l'acquéreur, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. On peut rajouter des extraits d'actes de mariage éventuellement. Et puis, on va demander des pièces classiques permettant de sécuriser la vente du bien, donc concernant la vente. Au cadastre, un extrait cadastral modèle 1, OS, et puis des plans cadastraux. Au SPF, les états hypothécaires hors formalité. Au service de l'urbanisme, on va purger les droits de préemption urbain en envoyant une DIA. Pour la vente de terrain à bâtir, il existe des pièces spécifiques. Donc, il va falloir demander au service de l'urbanisme de la commune du lieu de situation d'immeuble, bien sûr le PLU, le certificat d'urbanisme, B. Donc, tout ça pour connaître les règles d'urbanisme applicables. Donc, je vous ai remis ici dans la liste le détail. Donc, quand je dis certificat d'urbanisme, on y rajoute le certificat d'alignement, de numérotage, de non-péril,
le certificat d'assainissement. J'espère avoir été claire pour ces formalités pour un terrain à bâtir. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, c'était une liste qui était demandée, mais que votre liste doit être organisée. Petite information complémentaire. Vous voyez, moi, je vous ai proposé une correction beaucoup plus détaillée dans le document que je vous ai partagé, avec pour les formalités, les pièces à demander, je vais mettre un S, c'est mieux, les pièces à demander aux administrations et les vérifications à effectuer. Et ensuite, à chaque fois, le pourquoi et le comment. Ce qu'on veut voir, nous, en tant que même si là, ce n'était pas demandé, attention, hein, mais ce qu'on veut voir en tant que juriste, c'est si vous êtes capable de vous rappeler du pourquoi et du comment vous demandez une pièce. Vous n'êtes pas uniquement de simples exécutants avec un BTS, vous devez réfléchir. Pourquoi et comment. C'est pour ça qu'une présentation sous forme de tableau, j'aime bien. Passons à la question 3. L'extrait d'acte de naissance de l'acquéreur fait apparaître une mention en marge, une mention RC 200-983. Quelle démarche devez-vous accomplir et auprès de qui? L'extrait d'acte de naissance de l'acquéreur fait apparaître une mention donc en marge RC, une mention RC, pardon. Quelle démarche devez-vous accomplir et auprès de qui? Alors, en termes méthodologiques, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, vous devez expliquer la signification de cette mention. Et quelle démarche devez-vous accomplir et auprès de qui? Tout type de démarche. Et auprès de qui? On va avoir un interlocuteur ou plusieurs interlocuteurs pour chaque démarche. Alors, quelle démarche devez-vous accomplir et auprès de qui? Tout d'abord, réinterroger le client pour savoir, ici, madame, pour savoir si elle se souvient avoir changé de régime matrimonial. Et ensuite, interroger par courrier le greffe du tribunal judiciaire du ressort duquel se trouve son lieu de naissance, en indiquant bien son nom, le numéro de la mention RC pour savoir ce qui se cache derrière cette mention RC. Je vous rappelle qu'on ne parle plus de tribunal d'instance et du tribunal de grande instance. On parle maintenant de tribunal judiciaire et ce tribunal judiciaire est compétent pour tous les litiges qui n'ont pas été confiés à un autre tribunal et notamment pour celui qu'on interroge pour obtenir cette mention. Enfin, dernière question. Alors, c'est une question de taxation. L'un des acquéreurs est un particulier, Madame Préuchat, qui achète la première parcelle de 1000 m² pour un prix de 50 000 € afin d'y construire sa maison. Donc, vous deviez calculer les émoluments à payer et les droits à acquitter. Alors, donc, calculer les émoluments à payer en utilisant donc un barème. Donc là, vous avez un barème de 0 à 6 500, on applique le taux de 3,87%. On vous donne ce barème en annexe. De 6 500 à 17 000, on applique le taux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corrigé. J'y reviens tout de suite. Non, c'est bien ça, c'est bon. C'était le prix que je cherchais, mais il était marqué juste au-dessus. Je fatigue le prix de 50 000 €. Donc, de 50 000 à 17 000, on applique le taux de 1,064%. Donc, on obtient bien 351,12. Ce qui est bien à l'examen, c'est d'avoir une colonne supplémentaire ici où vous allez avoir une colonne calcul qui va montrer donc au jury comment vous faites vos calculs. Et si vous vous êtes trompé, eh bien comme ça, le jury va
va pouvoir noter la méthode. Si vous ne mettez pas vos formules, ben, ils vont pas savoir d'où viennent vos calculs. Donc ici, 251,55, c'est 6500 fois 3,87%. Ici, donc je continue. Ici, c'est non pas 17 000, c'est l'intelligence d'Excel. Ce n'est pas 17 000, mais c'est 17 000 moins 6 500 fois 1,596. Ici, c'est donc 58 000 moins 17 000 fois 1,064%. Au total, 251 plus 167. Ça, vous n'avez pas besoin de le mettre sur votre copie. On sait que la somme, si vous mettez total hors taxe, on va savoir ce que c'est. Mais ici, c'est un point de vue pédagogique. 251,55 plus 167,58 plus 351,12. On y applique une TVA à 20%. Pardon. Égal, je ne vais pas y arriver, 770,25 fois 20%, fait 154,05 et on arrive normalement à un montant TTC de 770,25 plus 154,05. Alors, normalement, à ces émoluments, on y rajoute des émoluments de formalité, mais là, on n'a pas d'information sur ces émoluments de formalité. Je vous rappelle que les émoluments d'acte, c'est la rémunération du notaire pour la rédaction de l'acte. Normalement, je vais vous rajouter ici, on y rajoute des émoluments de formalité. On vous donne les données à l'examen. Et ensuite, on y rajoute les impôts, les droits acquittés. Alors, moi, j'aime bien les présentations sous forme de tableau. Ma taxe départementale académie sur 50 000. Ma taxe communale à 1,20 sur 50 000. Mes frais d'assiette et de recouvrement. Alors, attention, mes frais d'assiette et de recouvrement ici. C'est la seule difficulté. Après, on vous donne les calculs. La base de calcul, elle est là. Je vais remettre une autre couleur. Un petit... Pas un jaune flash, mais peut-être cet affreux orange ici, qui va vous montrer que la base de calcul, c'est ces 2250. C'est le résultat de la taxe départementale auquel on applique un taux de 2,37%. Et on y rajoute la CSI à 0,10% ici de 50 000. Donc, on va avoir au total, en coût, en taxation, l'ensemble de ces montants, 50 plus 2903,325, plus ici les émoluments de formalité, mais qu'ici on n'a pas, plus les 924,3 qui sont ici. Et voilà ce que ça va coûter à notre client.
J'espère avoir été claire dans la correction de ce sujet que nous avions déjà vu l'année dernière. Donc, bonne révision pour cette session 2021. Bon courage, ne vous démotivez pas.